Patrice Somnès, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous recevoir dans le cadre de la pratique de l'interview pour vous présenter. Vous êtes le directeur général de l'Opco Mobilité. Alors, c'est vrai que c'est une très grande entreprise sur le plan national, puisqu'elle permet à plein d'étudiants et de professionnels de s'améliorer ou d'apprendre de nouvelles compétences. Mais prenons quelques secondes pour présenter votre Opco Mobilité. Alors, l'Opcomobilité, en fait, est chargé de s'assurer de la formation, que ce soit des jeunes ou des salariés, voire même des demandeurs d'emploi, pour l'ensemble des secteurs de la mobilité, c'est-à-dire le transport routier, maritime, fluvial, euh, ferroviaire. Donc, la totalité du transport, la totalité des services de l'automobile. Donc, au total, c'est 1 600 000 salariés qui sont couverts par notre activité. Pour 210 000 entreprises. Donc nous, notre travail, c'est de faire en sorte que tous les salariés de ces entreprises-là soient formés régulièrement, que ce soit des apprentis ou des salariés déjà en poste. Donc je le rappelle, hein, vous intervenez vraiment sur le plan national, c'est pour ça que je dis que vous êtes une grande entreprise. Alors, on va parler interview. Première question, et évidemment, on va essayer d'avancer tout doucement, mais pour comprendre comment vous fonctionnez et comment vous êtes organisé. Et c'est ma première question. Lorsque vous intervenez dans les médias, je sais que vous le faites assez régulièrement puisqu'on a travaillé ensemble, comment vous vous préparez? La première chose, c'est d'abord d'avoir la capacité à dire non. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'un journaliste vous demande une interview que vous devez l'accepter. Et il faut savoir dire non à des interviews parce que on n'est pas dans le sujet, on n'est pas directement concerné ou compétent. Donc, la première chose, c'est celle-là, c'est-à-dire de dire est-ce que je suis légitime ou est-ce que j'ai pour mon entreprise un intérêt à intervenir dans tel ou tel média ou sur tel et tel sujet. La seconde chose, clairement, une fois qu'on a accepté, c'est de poser son sujet, de le maîtriser, de connaître son interlocuteur également, c'est-à-dire de ne pas y aller, fleur au fusil, si on peut parler ainsi. Donc véritablement de choisir en fait. Je choisis de dire oui ou non, je choisis le sujet et je me renseigne sur ce sujet et sur l'interlocuteur que j'ai en face, de façon à pouvoir maîtriser cette interview. Donc voilà, je pense qu'il y a un temps de préparation et à chaque fois de garder ce temps de préparation, même si on a l'impression de bien connaître son sujet, de toujours se remettre en question, se remettre en cause là-dessus. Alors justement, sur ce temps de préparation, parce que j'ai bien compris le cadre que vous fixez, d'accepter, de ne pas accepter en fonction d'un certain nombre de paramètres, mais quand vous acceptez, du coup, comment vous vous préparez? La première chose, c'est de savoir pourquoi j'y vais, qu'est-ce que j'ai à dire, quel est mon fil rouge, quel message je veux faire passer, puisqu'on a souvent des journalistes, et parfois c'est leur métier, qui vont chercher à vous amener sur d'autres sujets. L'important, c'est de garder le sien. Je ne vais pas reprendre la célèbre réplique, ce n'est pas la question que je vous ai posée, mais c'est ma réponse. Georges Marchais, ouais. Voilà, le marché, mais en gros, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on y va, certes pour répondre à des questions, mais aussi pour faire passer un message. Donc, il faut être très clair sur le message que l'on veut faire passer et toujours revenir à ce message. On peut faire quelques déviations, mais il faut toujours revenir au message principal et toujours le garder. Donc, il faut être très clair sur ce qu'on veut faire passer comme message. Je pense que c'est le principal et ensuite totalement maîtriser son message. Et se préparer à toujours à la question qui pourrait être piège, à la question qui pourrait être désagréable, soit en ayant la réponse, soit en étant capable aussi de dire à cette question-là, non, je n'ai pas la réponse, mais voilà comment on va faire pour y arriver. Alors justement, quand vous êtes dans cette phase de préparation, est-ce que vous le faites seul ou vous avez toujours un binôme pour vous permettre de réfléchir et de vous entraîner? C'est bien d'avoir un binôme, d'avoir quelqu'un qui vous apporte, alors ne serait-ce que pour préparer une interview, mais aussi d'avoir un binôme, ou même de partager avec d'autres, plus qu'un binôme d'ailleurs, sur les différents sujets, pour être certain qu'on fait passer un message, parce qu'on fait passer un message, la personne interviewée est un porte-parole, il représente l'entreprise dans ce cas présent, et il fait passer un message qui doit être aussi celui de la totalité des collaborateurs et de l'entreprise, donc on ne peut pas faire passer un message qui ne serait pas approprié, qui ne serait pas d'abord compris par les salariés. Donc il faut d'abord s'assurer que le message que l'on fait passer, c'est bien le message qui est compris, qui est porté par la totalité des salariés. Alors, l'Opco Mobilité, on l'a vu, est une grande entreprise. Une grande entreprise. Euh, Vous avez, j'imagine, un service presse qui vous permet d'organiser ces relations presse avec les différents médias. Oui, on a un service presse et une agence de presse qui justement prend contact avec les journalistes,
prépare les communiqués de presse, etc. Mais on ne délègue pas une préparation. C'est-à-dire qu'on ne délègue pas le go final, la validation du communiqué de presse, le message que l'on va faire passer, on en garde la maîtrise. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose. Pour prendre un exemple, sur les réseaux sociaux, personnes délèguent la gestion de leur compte à une tierce personne. Moi, j'ai refusé. Je préfère ne pas m'exprimer, mais je ne veux pas déléguer sur tel ou tel média à une personne qui rédigerait à ma place. C'est votre parole qui est engagée. Alors, parlons un peu aussi du stress, parce que vous acceptez, vous faites un certain nombre d'interviews. On a travaillé ensemble sur ces questions-là il y a quelques années déjà. Euh, Comment vous gérez votre stress? Est-ce que c'est un sujet chez vous ou est-ce que c'est pas du tout un sujet? En général, les gens sont assez stressés à l'idée de passer face à un journaliste, enfin, devant un journaliste. C'est un sujet pour tout le monde. Voilà, dire que c'est pas un sujet, ça serait le méconnaître. Après, il y a plusieurs façons. Je pense que pour ce qui me concerne, c'est la préparation, c'est-à-dire véritablement le fait de choisir déjà et de préparer, ça limite le stress parce que vous ne partez pas en terrain inconnu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de se mettre aussi en condition, c'est-à-dire de se laisser toujours un temps avant l'interview où on va se poser, où on va faire descendre la pression. C'est-à-dire le pire, ça serait effectivement d'arriver en interview. Malheureusement, des fois, ça arrive. En passant d'un sujet à l'autre, sans temps de pause ou de respiration, il faut se mettre dans une condition psychologique, physique, de garder une posture, une verticalité. Formateur qui m'a appris ça, respiration, de façon à arriver dans des conditions qui sont des conditions en interview qu'on se prépare. Ce travail-là, il a été fait avant. Et quand on arrive à l'interview, on s'est coupé aussi de ce qu'on faisait, ne serait-ce qu'un quart d'heure avant, pour véritablement se plonger dans cet univers-là pour une durée courte, mais il faut le faire. Alors, il existe différents types d'interviews. La dernière en date, c'est ce qu'on est en train de faire tous les deux, c'est-à-dire du distanciel. Nouveau format arrivé avec la crise de la Covid. Il y a celle aussi qui se pratique au téléphone, il y a celle qui se trouve en extérieur, et puis il y a celle directement sur le plateau. Quelle est celle pour laquelle vous avez le plus et d'appétence, c'est-à-dire de plaisir, et puis celle où vous avez beaucoup plus de doutes, qui vous stresse un peu plus, et pour quelle raison? Le plus stressant, je pense que c'est le plateau, parce que vous êtes sous une caméra, dans une position, voilà, il y a pas nécessairement le plus confortable. Vous avez de la lumière, vous avez une certaine chaleur, vous êtes, alors si c'est en direct, c'est plus compliqué. Donc je pense que le plus stressant, c'est potentiellement celle-là. Après le reste, je n'ai pas de préférence particulière. Je dirais que il y a beaucoup, ça se fait beaucoup par téléphone, clairement, notamment avec la Covid. C'était quelques mois, tout se fait par téléphone ou par visio. Ce qui est une autre façon de faire. Mais je pense que le plus stressant, ça reste le plateau, parce qu'il y a toujours peut-être l'image de la télévision et de ce média qui est quand même plus fort en termes d'impact. Alors justement, quand vous êtes dans cette situation-là de plateau, quelles sont les règles que vous tentez de respecter tout du long de l'interview? Les règles, c'est la posture. Et la première règle, c'est la posture, parce que ce que vous allez faire passer, c'est d'abord une image avant même un message. C'est-à-dire qu'avant que vous ayez pu prendre la parole, on va vous voir. Et c'est ça, c'est la posture que vous allez avoir. Est-ce que vous êtes avachi? Est-ce que vous êtes bien droit? Est-ce que vous savez où mettre vos mains, etc., etc. Donc c'est d'abord de soigner, non pas son image, mais sa posture, parce que la posture fait passer déjà un message très important. Sur votre état d'esprit, sur pourquoi vous êtes là, est-ce que vous êtes agressif, est-ce que vous êtes ouvert au dialogue, est-ce que vous êtes plutôt détendu, tendu, etc. Donc c'est vrai que c'est la première chose, c'est de maîtriser sa posture et d'être dans une posture qui fait que vous pouvez respirer normalement, que vous n'êtes pas stressé, que vous êtes bien assis. Voilà, des choses toutes bêtes, mais en fait qui vous permettent d'avoir l'esprit libéré pour vous concentrer plutôt ensuite sur votre discours et le message. Alors justement, intéressons-nous à ce fameux message, parce que c'est vrai que c'est un enjeu assez important aujourd'hui. Les formats médiatiques, d'une façon générale, pour le commun des mortels, est assez court. Donc les temps d'échange avec le journaliste sont quand même assez restreints. J'ai tendance à dire qu'une interview, enfin le format moyen d'une interview, c'est aux alentours de 3 minutes. Jingle compris, relance, question du journaliste, donc ça fait finalement peu d'espace. On peut enlever facilement 30 à 40%. Donc il reste peu de temps. Un message, selon vous, c'est quoi? C'est quoi un bon message?
Mon message, c'est déjà de ne pas être trop technique. Vous me demandiez tout à l'heure ce qu'est l'OPCO. J'aurais pu vous dire, l'OPCO, c'est 22 branches professionnelles, plus la RATP, vous faire la liste, ça aurait été très précis, et ça aurait été juste, mais ça aurait été assez fastidieux. Je préfère vous dire, bah oui, en gros, l'OPCO, moi, je forme tous les gens qui sont les salariés des entreprises de tout ce qui roule, qui flotte, qui roule sur la route, qui roule sur des voies ferrées, etc. Et que ce soit des marchandises ou des personnes. En gros, si vous montez dans une voiture, dans un train, vous utilisez un camion, si vous prenez un bateau, etc., nous, on est derrière pour la formation de tous les salariés, pour assurer à la fois leurs compétences et votre sécurité. Voilà. Voilà. C'est plus simple à dire que l'OPCO, c'est 22 branches, c'est 1 500 000, 600 000 salariés, 210 000 entreprises, qui vous listez toutes les conventions collectives et le détail des actions. Oui, donc c'est la concision. La concision, et puis puis parler le langage des personnes qui vous écoutent. Éviter le langage technocrate. Je voudrais qu'on prenne un temps parce qu'il y a aussi, on parle de posture évidemment, et vous l'avez souligné. On aurait pu aussi rajouter le travail de la voix, très important, d'être en capacité, notamment quand on est un peu à distance par téléphone, de faire passer une certaine force de conviction au travers de sa voix. Et ça, c'est aussi en fonction de la teneur de l'interview, hein, puisque toutes les interviews ne se valent pas en fonction je dirais, de l'intensité ou du sujet en lui-même qui peut parfois être sensible. Vous accordez plus de force à la forme ou finalement au fond? Là, je vais paraphraser un autre auteur que Georges Marchais, c'est Victor Hugo qui disait « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Je trouve que c'est bien ça. C'est-à-dire la forme pour la forme, ça n'a aucun intérêt, en tout cas pour moi. Par contre, elle est importante. C'est-à-dire qu'elle est importante parce que c'est la forme, c'est c'est l'effort que vous allez faire pour que votre interlocuteur comprenne votre message, c'est-à-dire lui parler son langage. C'est-à-dire la forme, elle n'est pas homogène. C'est-à-dire je ne vais pas m'adresser à vous comme je vais m'adresser à une entreprise adhérente, comme je vais m'adresser à un jeune qui est dans un centre de formation d'apprentis, à un haut fonctionnaire ou un salarié de l'OPCO. Donc le message peut être le même, par contre la forme, elle doit être adaptée à votre interlocuteur. Parce que c'est aussi une notion d'empathie aussi, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de son interlocuteur et à parler le langage. Ça ne bouge pas le fond, simplement vous avez un emballage, une présentation qui est différente, parce qu'il faut l'adapter à votre interlocuteur. Mais je redis cette phrase que j'aime bien. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de forme. On saluera évidemment le talent de Victor Hugo, et comme quoi les messages forts, hein, marquent les esprits, contrairement aux messages qui ne sont pas assez travaillés et qui ne marquent pas les esprits. Donc on voit bien que dès que ça sonne juste, dès que c'est assez concis, du coup le message remonte plus facilement à la surface. Je vous ai accompagné pendant un certain nombre de temps, vous et vos équipes, notamment au travers d'un dispositif complet de formation de leadership oral, et particulièrement vous concernant sur le média training, l'entraînement à l'interview. Vous vous en souvenez de cette formation? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, je me souviens. Déjà beaucoup de transpiration lors de certaines séances. Ça, c'est le premier élément. Non, ça a vraiment apporté justement de la méthode. De la méthode dans la préparation, dans le message, dans la concision du message. Et puis après, des trucs très pratiques. Que ça soit la posture, que ça soit la respiration, que ça soit l'objet, entre guillemets, auquel on peut se raccrocher d'une certaine manière sans pour autant qu'il soit vu par la personne qui vous filme, qui vous interviewe. Donc ça a vraiment apporté en fait une sécurité dans la maîtrise de l'interview et plus de sérénité effectivement. Parce que quand on est dans le quotidien, dans votre métier, on a tendance à vouloir faire passer tous les messages et pas être sur le fond véritablement efficace. Je crois que ça a apporté du professionnalisme dans la gestion de ce sujet. En tout cas, merci beaucoup, Patrice Somnes, d'avoir pris le temps nécessaire pour répondre et donner tous ces conseils pratiques à ceux qui, évidemment, ont moins d'expérience et parfois doutent ou ne se sentent pas très à l'aise à l'idée d'aller, j'allais dire discuter, mais ce n'est pas le bon terme, d'aller échanger au travers de questions-réponses avec un journaliste, parce que très souvent, on a une idée un peu reçue ou on a des craintes
C'est un peu dans l'inconscient collectif que le journaliste va vous manger tout cru, et on voit bien au travers de votre expérience que vous arrivez à mettre à distance et à jouer pleinement votre rôle. Et on voit bien que vous avez la capacité aussi de cette distance à transmettre les bonnes informations et à garder le cap surtout pendant les phases d'interview. Merci beaucoup, encore une fois. Merci. Et puis bon vent, enfin bonne route pour Bonne l'Opcomobilité. route, ouais. Bonne mobilité.